considère comme très importante, c'est évidemment le baiser, bien qu'il y avait des pièces d'Ange que j'avais vues avant le baiser, que je trouvais très belles. Toutes les pièces qu'Ange a faites avec la lumière, je les trouvais absolument splendides. Et la pièce d'Ange qui m'a vraiment séduite en premier, c'était une pièce qu'il avait faite pour la Villa Médicis, avec les statues de la Villa Médicis. Et j'avais énormément aimé cette pièce. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment intéressée à lui. Je ne l'ai pas rencontré à la Villa Médicis, je l'ai rencontré après. Nos destins devaient se rencontrer puisque nous sommes corses tous les deux. Et je crois que quand il a su que j'étais corse, que j'ouvrais ce bel espace, je crois qu'il y a eu la conjonction de mon espace et probablement de l'appartenance à cette île. On a beaucoup accusé Ange de se préoccuper beaucoup de sa promotion. Or, en fait, je ne crois pas. Je crois que ça fait partie de son travail, si vous voulez, d'essayer de montrer ses pièces. Et pour lui, ce qu'il y avait de plus important, c'était de montrer. J'ai soutenu Ange depuis l'ouverture de la galerie. Ça fait donc il y a plus de 5 ans. Pendant plusieurs années, disons, les professionnels et le public étaient intéressés par Ange, mais la première pièce que j'ai vendue, ça a été une pièce que j'ai vendue au Guggenheim, donc au musée Guggenheim. Mais je suis restée plusieurs années sans en vendre. Maintenant, ça marche bien, les gens sont beaucoup plus habitués à son travail, le comprennent mieux, l'appréhendent mieux, donc maintenant ça marche. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'Ange soit un artiste commercial. Il est beaucoup moins intéressé que ce qu'on peut imaginer, parce que sinon, je crois qu'il est suffisamment intelligent et doué, et il ferait des pièces très commerciales, ce qu'il fait rarement. C'est un artiste dont on parle beaucoup. C'est un artiste, au contraire, qui a de grands soutiens. Vous avez des gens, vous avez des professionnels qui le soutiennent énormément, qui l'estiment. D'autres artistes qui estiment aussi beaucoup Ange. Vous ne pouvez pas empêcher que quelqu'un, si vous voulez, qui a un succès médiatique comme Ange, soit jalousé, mais critiqué sûrement. Mais c'est bien, la critique, c'est quelque chose de très positif. Dans les choix qui ont été les siens, et dans la ligne qu'il s'est fixée, et dans les artistes qui font bouger un peu les choses, c'est un artiste, je pense, en tout cas dans cette lignée, dans ce mouvement, qui est probablement le plus important. En tout cas, c'est pour moi. Dans cette jeune génération, je trouve qu'il est complètement leader, et je vois beaucoup maintenant de petits sous Ange Leccia, et je trouve ça déjà formidable. Voilà. Il est un des jeunes artistes français les plus passionnants, les plus originaux. Sa démarche peut sembler encore énigmatique, mais il a son concept. Il est original. Donc, pour moi, sa place était pleinement justifiée dans cette sélection qui doit préfigurer l'avenir des collections de la Fondation. C'est un artiste en qui je crois et qui n'a pas fini, je dirais, d'évoluer, et qui devrait
prendre une place importante dans sa génération et internationalement. J'aime bien les objets en symétrie. Je me souviens des deux buts de football qui avaient été exposés à une ville en Allemagne, à Münster. Oui. Les motos qui se font face à face ou les voitures qui se font face à face. Bon, quand c'est des avions, là, ça devient... bon, c'est pas visualisable, vraiment. Il faut que ce soit des objets de dimension à peu près normale. Ça perd un peu de son sens. J'avais bien aimé aussi une de ses premières œuvres avec les chaises et les bandes... les haut-parleurs dessus. Voilà, avec les haut-parleurs, qui a été entre autres montré à Villeurbanne. Le problème de l'art français, ça n'a jamais été la capacité des artistes à créer, ça a été un problème de diffusion et un problème de soutien du marché. La diffusion ne s'est pas bien faite et le marché était insignifiant pendant de nombreuses années. Maintenant, les choses vont beaucoup mieux. Le marché est là. Donc logiquement, dans un délai raisonnable de quelques années, on devrait rattraper complètement ce retard et se retrouver au même niveau que les autres, les Italiens, les Allemands, sans bien sûr pas les Américains, sur la scène internationale. On a perdu la notion de regarder la réalité, entre guillemets. C'est-à-dire que comme il y a plein de médias, tout ça, on est tellement influencé et on a perdu la notion de cinq sens. De cinq sens. Ce qui le fait Ange, ça nous permet de regarder, de retrouver cette notion. Il y a beaucoup de choses qui sont très romantiques. Et en même temps, quand je vois l'œuvre de Ange, ça me fait penser au onomatopée japonais. C'est-à-dire que nous, on parle beaucoup en utilisant onomatopée. Et c'est un mot vraiment court, mais qui exprime beaucoup de choses. La première pièce de Ange qui m'a beaucoup frappé, qui m'a beaucoup étonné et plu, c'est la pièce des motos avec les 4 cadres derrière des Japonais, car je trouve que cette pièce a par elle-même, sans aucune explication, symbole ou autre, emporte par elle-même une signification très très forte et une très grande tension qui m'a fait penser que c'était une très bonne pièce. Donc j'ai commencé par un choix qui n'était pas facile, d'abord parce que c'était une pièce importante par sa taille, par son prix et par son encombrement. C'était pas très facile de mettre des motos quelque part. Dans le tableau qui est là, je crois que les tensions existent, mais elles sont beaucoup plus lourdes, où il n'y a pas le même mouvement. Deux énormes freights n'ont pas du tout la même tension que des motos qui sont rapides. Et voilà, je crois que c'est ça qui m'a plu. Je crois avoir vu d'autres pièces avant qui m'avaient plu de façon qui m'avaient moins plu, en particulier une accumulation d'humidificateurs et de purificateurs d'air. J'avais vu d'autres pièces qui étaient les voitures, qui étaient intéressantes aussi. Simplement, j'ai trouvé dans les motos peut-être quelque chose de plus que dans les voitures, parce qu'il y a justement cette légèreté, cette jeunesse qui était aussi derrière, et ce contraste entre le rapport de ce couple japonais et cette tension des motos qui partaient. Dans le drapeau japonais, il y a une extraordinaire arrangement, et le mot est trop faible, mais simplement quand on regarde
les détails de la composition des... bon, sa symbolique est évidente, je veux dire, ça, tous les symboles par rapport au Japon, par rapport au camion de Coca-Cola, par rapport aux rayons, enfin, beaucoup de symboles sont évidents. Mais je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la réalisation de cette pièce, c'est la façon dont chacun des camions dépasse et dont cette espèce de perspective est rendue à travers le cercle rouge. Il y a beaucoup plus qu'un cercle rouge. Il y a là aussi une espèce de tension vers l'extérieur de ces camions qui est tout à fait extraordinaire. Finalement, tout le monde peut raconter ce qu'il veut sur les pièces des artistes. Les pièces, elles sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes. Hein. Et ça, c'est très difficile à expliquer, à exprimer. Il y a très peu d'œuvres qui apportent réellement. Il y a des œuvres qui sont jolies, qu'on pourrait mettre dans son salon, tout ça. Il y a très peu d'œuvres qui sont suffisamment fortes pour apporter soit ce message nouveau, soit cette expression nouvelle. Et que ce soit à travers les œuvres ou que ce soit à travers les artistes après, je crois que c'est ça l'art contemporain, c'est l'aventure. Beaucoup plu dans le travail d'Ange Leccia ici, c'est justement qu'il est resté un artiste, même quand le trop grand spectaculaire peut faire penser à des choses qui sont un petit peu plus vulgaires, à une sorte de Grand Guignol, et on sait que le Grand Guignol est en ce moment au musée Grévin. Ça me gêne un tout petit peu, mais très rapidement, quand on voit les hélicoptères se lever, quand on voit qu'il y a une espèce de retenue dans la lenteur, là je trouve qu'on retrouve tout ce qui me plaît chez Ange Leccia et qui me plaisait beaucoup dans un travail par exemple que j'ai vu il y a un certain temps où on voit des caisses et à l'intérieur de ces caisses on voit des appareils, des projecteurs qui diffusent une image qu'on ne voit pas et dont on sait uniquement qu'ils existent simplement en mettant la main sur la caisse dans laquelle ils sont. Là je trouve que c'est le grand Leccia, c'est un Leccia peut-être moins spectaculaire, mais où on retrouve toutes ses qualités poétiques et ce qui fait que j'aime beaucoup Ange Leccia, malgré un certain nombre de choses qu'il fait maintenant et qui me plaisent beaucoup. Ici nous sommes rue des Envierges et si je vous ai amené ici, c'est parce qu'en 78, Ange a fait une action. Bon, aujourd'hui, on ne voit absolument plus rien. Il n'y a plus que des immeubles tout à fait quelconques. Mais à cette époque-là, en 78, il y avait un terrain vague. Et moi, si je veux parler de cet aspect-là, c'est parce que je pense que dans l'œuvre de Ange, l'aspect action, l'aspect performance, c'est extrêmement important. Alors, sur ce terrain vague qu'il y avait à cette époque-là, Ange avait, avec un procédé d'artificier tout à fait élémentaire, avait créé des explosions. Et sur ces explosions qui étaient en plein milieu d'un terrain vague, il avait projeté des diapositives, des images qui étaient quasiment des images liminales, étant donné que le temps de l'explosion, c'était quelque chose d'extrêmement réduit. Et bien entendu, c'était comme des flashs qui arrivaient comme ça, sur le bruit de l'explosion, et qui ponctuaient la fumée de cette explosion. Tous ces outils technologiques, ces caméras, ces projecteurs, etc., et rentrer dans un propos de sculpteur. C'était sculpter avec la lumière,
c'était sculpté avec les zones que pouvait délimiter la lumière. C'était par exemple créer des phénomènes de lévitation en mettant par exemple 4 postes de téléviseur allumés au bas d'une colonne de parpaing. Tout d'un coup, la lumière semblait manger la matière et la rendre très très aérienne, très légère. Donc il y avait toute cette thématique de sculpteur et petit à petit ça a été relayé plutôt par une thématique de l'objet qui m'a moins intéressé. Et je pense que si cette thématique de l'objet est arrivée dans l'œuvre de Leccia, c'est un petit peu à cause de la découverte à une époque des simulationnistes américains, moi de ce que j'appelle les étalagistes. Et ça c'est une partie où j'étais un peu moins d'accord parce que Ange s'est mis un petit peu à décliner ce qu'il faisait. Arrangement, ça veut dire, si vous voulez, art bien sûr, Ange c'est Ange, et puis ment, c'est tous les mensonges qu'il est obligé de sortir pour convaincre par exemple un sponsor que lors de telle ou telle exposition, il y aura 5000 personnes par jour qui vont venir voir son installation, que par conséquent, le sponsor bénéficiera d'une publicité énorme. Alors ça, c'est tout ce côté-là, et déploiement social, essayer de se débrouiller dans un monde où, en fin de compte, malgré tout l'engouement qu'il y a à l'heure actuelle pour l'œuvre d'art, on peut dire que les 3/4 des gens ne savent pas trop à quoi ça correspond et ce qu'on peut faire avec ce genre d'événement. Lorsque je l'avais interrogé sur cette pièce, lorsque je lui avais demandé mais c'est quoi ça? C'est une exaltation de la marque? C'est quoi? C'est une œuvre simulationniste? C'est une œuvre d'étalagiste? Il m'avait dit mais non, moi j'ai voulu faire une sorte de grand monochrome, j'ai voulu faire une œuvre suprématiste. Vous savez Marcel, vous m'avez obligé à me coucher tard toutes les nuits. Hier soir c'était le dernier soir. Je voulais rentrer tôt, mais vous, séduit par une jolie jeune fille, vous avez voulu rester très tard encore. J'ai dû vous attendre Marcel. Et on s'est couché tard et je suis fatigué là. Alors Émile, quel est le bilan de ce voyage à Cassel et à Münster? Moi je sais pas, je crois que j'étais plutôt content. Vos œuvres? Écoutez, les téléspectateurs ont pu voir le film depuis le début, c'est à eux de juger. Moi, je voulais faire ça, j'ai fait ça, et j'en suis bien content. Et au niveau des relations que vous avez pu entretenir avec la population locale? Comme d'habitude, je crois que ça a été un contact des plus fructueux. Qu'entendez-vous par fructueux, Émile? Surtout au niveau du travail, j'ai rencontré un certain nombre de personnes avec qui nous avons établi des contacts. Il s'est passé quand même une chose qui pour moi a été assez bouleversante et puis capitale pour la collaboration qui en a suivi. Ça a été la présentation de son œuvre à l'Arc qui s'appelait Séance. C'était l'été 85, je crois, 1985. Et donc cette pièce pour moi a été déterminante pour envisager donc un travail avec Ange. Et on pourrait peut-être même dire que c'est cette pièce qui a définitivement, je dirais, lancé Ange sur la scène nationale, voire internationale. Dans une première salle, son idée était de faire une piste, comme une piste finalement d'atterrissage de nuit. Vous voyez ces films de guerre, là où on voyait donc ces pistes d'atterrissage de fortune en fait.
ces pistes de fortune faites, réalisées par les résistants, enfin, le Vercors et tout ça. Moi, souvent, ça me faisait penser à ça. Et donc, l'idée était bien de réaliser comme une piste d'atterrissage. Cette piste qui finalement ne menait à rien, puisqu'on tombait dans une autre salle qui était également dans l'obscurité. Quant à la seconde pièce, le projet était donc de projeter sur un mur un film qu'il avait réalisé donc sur les Niobides je ne sais plus la date, en 83 peut-être, ou 84, au moment donc de son séjour à la Villa Médicis. Et il avait réalisé un film qui était assez intéressant parce qu'il avait pris essentiellement donc, les statues Renaissance qui étaient dans les jardins de la Villa Médicis. Et ce film, il l'avait repris, retravaillé. Il avait fait plusieurs, comment dirais-je, plusieurs montages. Et si bien que les personnages, enfin les statues à la fin, devenaient complètement invisibles. Et une chose donc qui est très présente dans l'œuvre de Leccia et même encore aujourd'hui, c'est-à-dire cette volonté de nier, ou en tout cas d'éliminer, la notion d'histoire de l'art dans ses œuvres. Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui. Très. Oublie les choses que je t'ai dites, Paul. Fais comme si je n'avais rien dit. Fais comme si j'avais rien dit. Non, fais comme si j'ai rien dit, oublie ce que je t'ai dit. C'est la phrase dans le mépris que dit Brigitte Bardot à Michel Piccoli. Ce qui était bien, enfin ce qui était assez étonnant dans les cours comme ça, c'était que il arrivait, il donnait un sujet comme ça, qu'il lançait, il repartait assez rapidement en fait, il restait pas longtemps dans la salle, et il était censé faire ce qu'il nous avait demandé, mais après c'était vraiment rare qu'il vienne vraiment voir ce qu'on avait pu faire, quoi. Comme s'il avait un peu oublié ce qu'il avait dit, quoi. Mais bon, c'était un peu nous qui faisions les profs avec lui, j'ai l'impression aussi. Avec les filles, ça marche surtout, je crois, avec les filles qui connaissent un petit peu l'art, comme ça, soit des étudiantes, soit des gens du milieu de l'art, parce que l'art permet vraiment ça permet de le valoriser, quoi. À partir du moment où il peut dire qu'il a exposé ça, qu'il a fait ci, que ça marche beaucoup mieux, quoi. Avec Art Press, c'est plus facile. Première fois qu'on l'a vu, qu'il nous a fait un cours, il nous a sorti le Art Press au bout d'une demi-heure. Regardez, je suis là-dedans. Non, tu regarderas plus tard. Donc, non, lis pas, tu regarderas plus tard. C'est là-dedans. Peut-être ça aussi en fait, il accumule, il superpose les informations les unes sur les autres, mais une à l'une l'autre. Là on n'a pas le temps d'aller voir ce qu'il a dit, que déjà il a... Peut-être cette phrase qu'il nous avait dit, elle est peut-être un peu juste, hein. Oublie ce que je t'ai dit, fais comme si j'avais rien dit. Il a quand même un petit côté terroriste intellectuel comme ça. C'est-à-dire tout ce qui rentre pas dans son mode de vie, son mode de pensée, il l'évacue assez facilement, quoi. Moi je connaissais quelqu'un comme ça avant et c'est un truc qui bloque. Enfin, j'aime pas ça. Les gens qui disent faut pas fumer, faut pas boire, si tu le fais devant lui, c'est comme s'il t'aimait plus et tout ça. Ça va pas, ça, c'est pas juste. Moi, il y a des pièces que j'aime beaucoup de Ange, comme quand il avait mis à la ménagerie de verre le top 50 en disque. Là. C'est très bien, ça. Mais je sais pas s'il a vraiment continué dans ce sens-là. Je pense pas.
qu'on attend, c'est du temps réel, quoi. C'est Oui, tellement, non, c'est pas ouais, j'allais presque dire ça, c'est-à-dire que c'est un autre temps dont on a besoin. pas ce temps-là On a dont besoin on a d'un besoin. autre temps. Et je sais pas pourquoi ils redécouvrent la photo maintenant, non plus. Là, j'ai pas compris. Mais c'est peut-être bien, hein, mais... Quand il se met à faire des photographies, à les accrocher sur un mur, c'est plus, il n'y a plus de modèle qui est inventé pour parler, mais c'est un auquel il adhère complètement, quoi. Et c'est peut-être une dimension, enfin, qui sera trouvée en aval de ce qu'il pourrait produire maintenant, quoi. C'est-à-dire pour les explosions atomiques qu'il veut faire, je ne sais pas, trouver une façon en direct de balancer ces images en télévision avec le satellite ou je ne sais pas quoi, mais que les arrangements se fassent plus en aval de la proposition. C'est une école qui a existé, quoi, qui existe. Et ça, c'est intéressant. Si une école a comme ça C'est une école qui est vue, qui est regardée par les gens comme ça. Bah, c'est bien ça. C'est bon. C'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse offrir à des étudiants, quoi, c'est d'être regardés. Enfin, s'ils sont pas, si ce qu'ils font n'est pas vu, ça n'existe pas, quoi. C'est quand même le démarrage, quoi que ce soit, qui ressemble qui a une forme. Et maintenant, est-ce que ça durera, je sais pas, c'est même pas le problème en fait. Mais c'est une école qui a existé. Mais c'est une école qui a existé. Quand tu te déplaces à Grenoble, t'as l'impression que c'est le futur, quoi. T'as un tram qui fait pas de bruit. Paris, c'est le Moyen-Âge. C'est vraiment le Moyen-Âge. C'est un vieux disque. C'est un vieux disque. Paris, c'est vraiment un vieux machin. Paris C'est horrible. Mais je comprends que que des gens comme Ange, tout ça, aillent vers l'extérieur, vers la province, parce que c'est supraconducteur, la province. Je l'ai vu en Corse, je l'ai vu à Grenoble, je l'ai vu à Paris. Et à chaque fois, il se fait interface du monde, quoi. C'est assez incroyable, il y arrive très très bien. Et qu'il n'est jamais là où il est. C'est quand même assez dingue pour un être humain, quoi. C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'est jamais là, quoi. Il est toujours en train de médiatiser quelque chose qu'il a laissé ou qu'il va retrouver. Il est toujours là, à la frontière de ça, quoi. De la présence et de l'absence. Chaque projecteur diffusait la lumière en face de lui. Et toutes ces lumières s'additionnaient sur les différents dossiers des chaises en face de ce projecteur pour donner sur le mur une myriade d'ombres de lumière qui faisait qu'on avait l'impression d'assister soit au début, soit à la fin du film. Et je crois que cette œuvre est assez symptomatique du travail d'Ange, dans le sens où effectivement Ange parle très souvent d'énergie, une énergie qui est très souvent avant la consommation, parce que là on ne sait pas si effectivement on est au début du film qui va apparaître, soit à la fin. Tout le travail d'Ange s'articule un peu sur cette notion comme ça, très pudique. Par exemple, la pièce de la Documenta de Cassel était une pièce intouchable, inabordable, puisque sur un socle, comme un modèle dans l'Académie des Beaux-Arts au XIXe siècle, que l'on ne pouvait pas toucher, mais que l'on devait croquer, donc que l'on devait regarder. De même que le projet de New York, dans le port de New York, est un projet éphémère dont on a vu que la photographie. Donc on ne peut jamais être quasiment présent au moment de l'action. Comme deux voitures qui se rencontrent, on est là après, mais pas avant. Donc il n'y a jamais l'entre-deux.
on doit à chaque fois reconstituer de manière quasiment poétique. Il y a un caractère, je dirais, plutôt pudique quand le ange ne dévoile jamais la situation, ou donc le film dont on parlait par exemple tout à l'heure ne dévoile jamais le film, ni l'objet ne laisse se toucher, comme les boîtes à films dans lesquelles il y avait ce magnétophone qui diffusait une musique de film mais dont l'image était absente. Et de là naît tout le caractère poétique d'Ange dans ses arrangements. D'autre part, ce qui est important aussi, c'est donc le cycle des modes que montre Ange à travers cette énergie à chaque fois dans ses pièces. À savoir que, par exemple, toutes les œuvres qu'il utilise, comme on le disait précédemment, utilisent le dernier objet qui vient d'apparaître et donc toute l'énergie qui se trouve autour. C'est très souvent des images génériques, comme la dernière Mercedes, par exemple, comme le baiser qu'il a utilisé, qui était le baiser de la chaîne Seibu à Tokyo, qui était une image qui était sur tous les murs de Tokyo, largement diffusée, et donc il devenait un peu l'image de la consommation du moment. Les personnages sont en état de se rapprocher et donc de s'embrasser. Il y a là donc ce caractère très pudique dont on parlait, et cela soulève le caractère très vierge dans lequel tous les objets, toutes les situations dans lesquelles Ange met en scène des choses sont sous ce côté de virginité. Je suis intéressé au travail d'Ange lorsqu'il n'est pas restreint au caractère du marché. C'est-à-dire que le marché aujourd'hui pousse les artistes à faire des objets, à faire des petits objets facilement reproductibles et vendables. Ange est beaucoup plus dans des projets monumentaux, non pas par sa taille ou par la batterie qu'elle déploie, mais plutôt par l'attitude qu'elle désigne. Et c'est par exemple la pièce du Guggenheim de New York, lorsqu'il descend ostensiblement ce rideau de fer dans une exposition de groupe. Alors tout le monde pensait qu'il était absent de l'exposition, c'était manifester la disparition dans une exposition où il y avait un déballage d'œuvres terribles. C'est aussi la pièce de l'Arc, lorsqu'il montre cet avant ou cet après du film, on ne sait pas si l'image a disparu. C'est aussi la pièce de la Documenta de Cassel, lorsqu'il parle de toute l'histoire de l'objet, de toute cette fétichisation dans laquelle le monde contemporain est entré. Et c'est là où je crois qu'effectivement, le travail d'Ange m'intéresse profondément. C'est un travail qui est à surprise, avec beaucoup d'incertitudes, où on a souvent des petits frissons, se demandant où sont ses limites, si il est tombé dans la plus grande des naïvetés, ou si au contraire il est sur des sommets. C'est ce qui me fascine dans ce travail. Pour moi, avec lui, c'est jamais au niveau du discours, c'est son langage plastique qui parle pour lui. Lui déteste le discours et la culture en général, en tout cas c'est ce qu'il affirme. Et quelque part moi aussi, donc non, c'est plus les interventions ponctuelles qui s'ordonnent et qui se suivent avec, à mon avis, pas mal de logique, même si il a plusieurs cordes à son arc, et si les historiens d'art peuvent tantôt parler de ready-made, tantôt parler d'installation par rapport au lieu, tantôt parler d'énergie naturelle ou pas, comme la lumière, etc. Et les possibilités de point de vue sont relativement variées, mais il y a une certaine constante. Moi, celle qui m'intéresse peut-être le plus, c'est le phénomène de symétrie, qui est quelque chose avec lequel il m'est arrivé de travailler, et puis qui a touché beaucoup d'autres gens, comme Boetti, etc. C'est une manière comme une autre, peut-être, d'éliminer la composition. Et comme lui a démarré à peu près à Pollock, c'est-à-dire aussi quelqu'un qui essayait d'éliminer le problème de composition dans une surface et au profit
d'un no man's land imaginaire. Il a retrouvé un peu la même dispersion, si je puis dire, quand il a fait toute son exposition avec les points de feutre qui étaient alignés sur des toiles pendant des mois. C'est une manière plus monastique d'arriver à un résultat proche, et puis c'était en noir et blanc, c'était pas le draping, c'était autre chose. Et ce qui m'a toujours intéressé en plus, c'est de voir à quel point les choses se font chez lui d'une manière naturelle, et quand on connaît un peu son passé, les lieux de son enfance et ce qu'il a marqué, quelque chose de très naturel, de tout à fait hors des modes, qui se suit avec une logique implacable, comme toujours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, en dehors des relations amicales que j'ai avec lui, il y a cette logique-là que je suis content de voir progresser. Je ne sais pas où ça va, je ne sais pas si c'est bon pour l'éternité ou pas, mais c'est de toute façon quelque chose de limite souvent, et je crois qu'en art, si on n'essaye pas de toucher les limites, qu'est-ce qu'on peut bien faire d'autre? On s'ennuie. Donc c'est ça qui m'intrigue et qui m'intéresse. Les éléments, disons, de la consommation, que ce soit tous les objets du système médiatique, les appareils de projection, les appareils de son, de vidéo, etc., pour moi, ce ne sont que des moyens. Ce sont des pinceaux un peu plus perfectionnés, mais ça n'a pas... Même une moto, pour moi, c'est... Entre une moto et une casserole, je ne sais pas s'il y a tellement de différence. Il faut un designer dans les deux cas. Non, le problème n'est pas tellement là. Pour moi, ça, ce sont les apparences. Mais si on veut parler de primitivisme ou d'archaïsme, je pense que ça s'adapte aussi bien à lui et peut-être plus qu'à moi. Dans la mesure où, justement, le désir qu'il a, consciemment ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, moi, de faire ressortir certains éléments premiers, tels que la lumière, par exemple. C'est ça, une forme d'intuition archaïque. C'est justement en supprimant la dialectique que l'Arte Povera, par exemple, a beaucoup utilisée, c'est-à-dire le plus, le moins, le masculin, le féminin, le sec, l'humide, etc., etc., toute cette dialectique qu'on connaît très bien, et qui, je crois, selon Beuys, crée l'énergie. Et bon, il y a tout un pan de l'art contemporain qui a fonctionné là-dessus. Le fait d'utiliser la symétrie parfaite, justement, annihile ça pour faire ressortir autre chose. Et on est en pleine métaphysique sur le côté objet contemporain, que ce soit des motos Yamaha, BMW, des camions, des caravelles, etc. C'est vraiment pas tellement la chose importante. Ce qui m'intéresse, c'est le processus qui, lui, je pense, est très archaïque et qui, je ne suis pas très compétent dans ce domaine-là, mais doit avoir, au point de vue psychique, une correspondance très précise. Disons, grosso modo, c'est l'effet de miroir. Et c'est pas nouveau en art, c'est même très classique et très... je crois même que peut-être que le point de départ de l'art est là. Donc si on veut parler d'intuition, d'archaïsme et de non-culture au sens de l'histoire, il est parmi les meilleurs, je pense. Et c'est ça qui me touche, très probablement. Le Café Beaubourg est bien armé, bien placé en fait pour constituer un de ces lieux, un de ces pôles dans lesquels, je veux dire, il y a des endroits où on se réunit, bon, etc. Comme un petit peu comme à Cologne, et dans lequel il y a un circuit assez obligé, ou même à Madrid. Bon, à Paris, on souffre un petit peu de la disparition, je veux dire, de ce genre de lieux qui créent aussi des situations, je veux dire, parce que c'est vrai qu'il y a des dynamiques que je vais remettre en place. Je pense que la dynamique de l'art français se met en place assez lentement et qu'elle pourra se mettre en place qu'à partir du moment justement où les artistes se parlent. Le problème que je vois avec la pièce, je veux dire, des motos japonaises, c'est que c'est presque d'une manière trop parfaite une définition de ce que devrait être la sculpture contemporaine. Or, je crois que ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment pertinent. Gombrich disait il n'y a pas d'art, il n'y a que des artistes. Hein. Je veux dire, Musset, dans son fameux texte sur l'art moderne, disait il n'y a pas d'art, il n'y a que les hommes. Le problème de cette pièce, c'est que c'est presque trop parfaitement, je veux dire, une sculpture, et en tout cas un procédé pour construire des sculptures. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, je veux dire, dans cette pièce particulière.
Je pense que le travail de Leccia peut aller au-delà justement de ce procédé, je veux dire, et que la pièce des motos, je veux dire, de nombreux autres qui sont un petit peu trop largement issus justement de ce procédé, sont un petit peu trop symptomatiques, je dirais. Pound, je vais distinguer toujours entre les artistes donatifs et les artistes symptomatiques. Je crois qu'il y a en ce moment, je veux dire, la situation actuelle est largement dominée justement par des artistes qui sont que symptomatiques. Et les années 80 resteront un petit peu comme des années de symptômes qui vont peut-être laisser place dans les années 90 à des artistes donatifs. Cette plaque de marbre, hein, je veux dire, par exemple, qui est découpée en fait, par un faisceau lumineux, c'est un petit peu donc l'origine, c'est un des débuts en fait du travail d'Ange Leccia. C'est justement une définition, c'est une espèce d'aérolithe comme ça. Je veux dire, c'est pas du tout justement une définition possible de la sculpture. Je veux dire, c'est un des accidents, je veux dire en fait, qui m'intéresse dans le travail d'Ange. Le travail de Leccia n'est pas du tout moraliste justement. Je veux dire, et ça c'est vrai que c'est assez étonnant. Je veux dire, Lavier même est un moraliste, un analyste, une espèce de rigoriste assez sec. Et précis. On ne se connaît pas du tout Ange, je veux dire, Leccia. Chez lui se développe plutôt à la fois une poétique, je veux dire, de l'énergie, une idée de situation qui est très importante et qui prend le pas assez généralement, je veux dire, justement sur toute narration, je dirais, il n'y a pas du tout d'aventure de l'objet chez Leccia. C'est ça qui le distingue justement de beaucoup d'autres artistes qui utilisent l'objet. C'est que l'objet est assez constamment muet. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est comme un devenir muet de l'objet. Une espèce de neutralisation permanente des objets par eux-mêmes. Il y a aussi quelque chose de capital aujourd'hui, qui est la perte, le constat par les artistes de la perte de pouvoir progressif de l'art. Si on se tient qu'au marché, évidemment, ça paraît paradoxal, mais il se trouve que l'art moderne a eu à affronter depuis le début du siècle et la photo, et le cinéma, puis la télévision, puis la publicité, je veux dire, la vidéo, etc., etc. Et qu'à chaque fois, les artistes ont réussi à intégrer ces arts qui les menaçaient à l'intérieur de leur pratique. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, le modèle essentiel, c'est peut-être celui du cinéma. Pourquoi? Parce que le cinéma, c'est un art qui est aujourd'hui en crise et que l'art moderne est par définition, par essence, si on veut, un art de la crise de la représentation. Il y a plusieurs manières d'inclure en fait, les processus du cinéma à l'intérieur d'une pratique artistique, notamment celle du montage, je veux dire, que Leccia par exemple a utilisé. Je crois que l'idée du baiser, je dirais, est une pratique de montage, de monteur presque. Il y a aussi l'utilisation d'objets qui font partie d'une mythologie personnelle. L'exemple le plus parfait dans le cinéma, ce serait certainement l'archétype un petit peu, ce serait le traîneau d'Orson Welles dans Citizen Kane. Cette idée d'un artiste qui travaille comme un cinéaste, je veux dire, on peut le voir aussi chez Leccia, je veux dire, surtout sous l'angle du documentaire, avec l'exposition qui a eu lieu chez Montenay, je veux dire, sur le Japon, qui est un petit peu une espèce de témoignage, un documentaire, d'impression de voyage de Leccia au Japon. L'idée des motos, je veux dire, les Honda, je veux dire, les photographies qui ont été prises là-bas, je veux dire, le côté documentaire au premier degré presque. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être assez fécond pour l'avenir. C'est, à mon sens, je veux dire, une des possibilités qu'a l'art d'aujourd'hui de retrouver en fait un lien avec le réel. Et ça, c'est capital, parce que c'est le devenir de l'art des années 90.
quand on a un prénom comme ça, sans faire de lacanisme à outrance, on peut dire qu'on est obligé de porter le nom, de porter un prénom. Donc, il est bien obligé de porter un prénom. Je crois qu'il en fait quelque chose de son prénom. Il y a beaucoup d'artistes qui sont obligés de faire quelque chose de leur nom. Lui, je crois qu'il est bien obligé de porter son prénom. Alors, c'est à la fois un artiste et un art, l'art d'Angèle Deschia, qui se situe comme ça, comme en suspension. Il a une sorte d'air de ne pas y toucher. Je crois que c'est ce qui caractérise l'art d'Ange, c'est ça, c'est cet air de ne pas y toucher, d'être un petit peu au-dessus de la mêlée, de renvoyer dos à dos un petit peu les choses. C'est son système, c'est son système, c'est ce qu'on connaît le plus de lui, c'est cette manière de mettre deux objets comme ça dans un rapport et qu'on pourrait qualifier précisément d'angélique. Il y a une manière comme ça, désinvolte, de poser les questions, de se servir de choses qu'un seul un enfant aurait le culot de se servir. Une moto, 50 motos, des avions, et il s'en sert comme de jouets. Au fond, il y a deux sortes d'œuvres, je pense, chez Angèle Deschia. Il y a des œuvres qui relèvent un peu d'une esthétique, une esthétique assez propre, comme ça, une esthétique industrielle. Et moi, les œuvres que je préfère, je crois que c'est les œuvres un peu plus sales, que je qualifierais de plus sales, de plus douteuses. Et j'aime beaucoup les pièces avec les cartons en général. Les pièces avec les cartons dans lesquelles, effectivement, il y a des instruments de communication, de projection que l'on sent marcher, que l'on entend marcher, dont on peut percevoir la lumière, mais qui sont prises un petit peu à leur propre piège, prises au piège de leur packaging, au fond, d'une certaine manière. Il y a aussi la pièce du baiser, évidemment, qui est une sorte... qui est un hommage assez vicieux au Japon. Moi, j'ai vu cette pièce au Japon, et c'est vrai que là-bas, encore plus peut-être qu'ici, ça paraissait une pièce assez vicieuse, parce que c'est vraiment vraiment l'amour postmoderne, quoi. Deux motos, c'est vraiment une manière d'aimer qui est pas très extraordinaire. Mais on retrouve aussi, alors on peut le lire de deux manières. Comme tout bon artiste, au fond, il y a toujours au minimum de lectures contradictoires dans le travail. Effectivement, on peut lire ça comme un éloge ou une critique de l'amour postmoderne, de la relation postmoderne, mais en même temps, on peut encore une fois y voir là une forme de relation angélique entre deux objets comme ça. C'est-à-dire, au bon fond, où est le sexe, effectivement? Enfin, je veux dire, il y a une mise en exergue d'une relation comme ça qui n'a pas lieu. Il ne s'agirait pas simplement d'enfermer Ange dans un art de l'objet. Je crois qu'il y a une sentimentalité très forte aussi. Les objets qu'il choisit sont quand même très chargés. Comme j'ai dit, c'est sans doute des rêves d'enfant. Un rêve d'enfant, c'est effectivement de mettre deux Concorde face à face sur un terrain d'aviation. Je crois que c'est un rêve d'enfant, et j'espère qu'il va réaliser ce rêve. Je crois que c'est ça, les artistes, au fond, c'est des gens, entre autres choses, qui réalisent des rêves d'enfant. Tout bêtement. Voilà, moi, lorsque j'étais lycéen au lycée de Bastia, je me sentais un peu marginal. Enfin, marginal, disons que je ne réussissais pas en tant que scolaire normal, et j'avais envie de faire autre chose. Et cette autre chose, pour moi, je le pressentais dans le domaine des arts plastiques. Sauf que, eh bien, un jour, je suis allé trouver José Lorentz, qui était le prof d'art plastique.
Et j'ai dit à José, il y a un problème, moi j'ai envie d'être ton étudiant, j'ai envie de faire des choses un peu différentes de ce qu'on fait en mathématiques, en histoire et géo, tout ça. Je suis, disons, passionné par ce domaine des arts plastiques, mais je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre. Par exemple, il y avait une bouteille qui était sur un bureau. J'ai dit à José, moi, c'est râpé parce que je suis incapable de dessiner correctement cette bouteille. Et José m'a dit, tu sais, tu peux peut-être pas représenter cette bouteille par le dessin, mais tu peux représenter l'énergie de cette bouteille. Je veux dire, la bouteille a une autre vie que sa forme. Elle peut avoir 10 000 autres formes d'expression. Et c'est à toi de trouver peut-être l'énergie de la bouteille, peut-être parler de la bouteille avec un enregistrement sonore, parler de la bouteille avec essayer de travailler en travaillant le verre, enfin, en essayant de déboucher sur d'autres choses. Donc je me suis senti totalement libre. Hein. Pour moi, le monde des arts plastiques n'était pas réduit justement à l'artisanat dont on parlait, c'est-à-dire que développer une idée philosophique en art, pour moi, là, ne devenait plus forcément du domaine de l'artisanat, du domaine de la facture manuelle ou de la facture de la peinture, mais ça revenait d'une élaboration plus conceptuelle, intellectuelle. Donc j'avais toutes les libertés d'exprimer l'objet, l'idée, de la façon la plus libre possible. Et donc c'est à partir de ça que j'ai commencé à faire ce que je fais en ce moment. Étant du village, je l'ai toujours connu, moi, hein, pratiquement. Étant enfant, sans l'isoler des autres, hein, il faisait partie de l'ensemble des enfants de mon village. Ce village est en Morcille, à la pointe extrême du Cap. À l'époque où il s'est vraiment intégré, j'avais mis en place, oui, une série de stages pour la remise en état d'une chapelle. On avait pris comme objectif la chapelle. Nous étions à peu près 16 à 17. Et c'est là où on avait accepté Alain Letch, ce jour-là, lorsqu'il était venu nous demander, mais il avait 12 ans et demi. Alors, les autres étant la plupart déjà ayant le baccalauréat, donc faisant des études supérieures, il nous a paru assez difficile de l'accepter. Enfin, après un vote, il a été accepté. Accepté, j'entends, nous l'avons intégré dans les équipes et il a travaillé avec nous pendant 3-4 ans successifs.
Alain, évidemment, il a passé son enfance ici. Il m'a vu toujours en quête de galets, oui. Et cela l'a-t-il influencé? Ça, je le suppose, mais enfin, je ne suis pas certain. Enfin, lui le dit, toujours est-il que l'intérêt que je portais justement à la sculpture et aux belles formes que je pouvais trouver, même quelquefois j'ai trouvé des racines, oui, des racines d'arbres, des bois flottés. Oui. Ça sûrement il a pu être prédisposé. Comme moi je suppose aussi, vous savez, on est toujours avec les hypothèses. Moi, il me semble que ce qui m'a mené là, c'est la musique. Oui. Là aussi, j'étais musicien. On est bien ici, hein. Qui cache toujours la lumière. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Elle est soit en haut, soit en bas, ou elle est toujours cachée quelque part, mais elle existe, c'est elle qui produit. Et là, dans cette petite citerne qu'il avait faite avec ses parfums, moi j'ai trouvé que cette lumière était encore plus belle que les autres. Parce qu'elle était produite par-dessous, mais elle se diffusait dans les petites alvéoles du ciment, et elle donnait une impression à la fois de désert et d'un monde passé. Donc il relie, à mon avis, déjà le passé avec le futur. Quand il a été à la Villa Médicis, évidemment, je n'en revenais pas. C'était pour moi, je savais ce que c'était la Villa Médicis, avec les grands maîtres qui sont rentrés, qui ont séjourné. C'est difficile hein, d'émettre un jugement. Hein. Oui. On ne peut être que surpris et étonné, c'est tout. Hein.
regardez la difficulté que l'on a à faire les choses ici. On a peur du changement, et ça, bon, c'est un réflexe qui est courant. Ça peut peut-être vouloir dire que nous sommes sous-développés, mais en même temps, on a peur de changer l'image naturelle. Alors, pas de construction, pas ceci, pratiquement on dit non à tout. Et encore, on ne peut pas faire autrement, c'est du sacré, les roches sont sacrées, le soleil est sacré, la végétation. C'est peut-être pour ça qu'il y a de telles réactions assez vives parmi les nôtres. C'est-à-dire qu'on a peur qu'elle soit foulée, qu'elle soit détruite. Si la Corse s'est vouée à l'Immaculée Conception, c'est pas pour rien. Dio Salve Regina, étant ce qu'on appelle son chant patriotique, dit bien ce que ça veut dire. Donc, donner comme image du sacré et du patriote ce qu'on appelle le sens patriotique, l'image de la Vierge Immaculée, c'est tout dire. Et le sacré, presque inconsciemment, nous en parlons, nous en sommes imprégnés. Et Ange, il est comme les autres. Il est peut-être en train d'exprimer dans son temps, par des formes du jour, par ce qui est à notre portée, ce qui est pratiquement un inconscient collectif qui remonte dans les âges du peuple corse, par exemple.